Voilà, donc je vais reprendre là où je me suis arrêtée. Je suis à 34 minutes, le sujet est de 1h20. J'ai fait une vidéo là que je suis en train de charger sur ma page, enfin sur mon compte YouTube, donc Maria, de 1h et quelques. Donc voilà, je parle beaucoup, désolée. Juif à la fin du 19e siècle, le grand remplacement est remis au goût du jour dans les années 2010 par le français Renaud Camus. Un Renaud Camus, invité d'honneur du Vlaams-Belang au Parlement flamand de Bruxelles. Chers amis, tout d'abord, je voudrais remercier Camus d'être ici aujourd'hui parmi nous. Bienvenue à Bruxelles, la soi-disant capitale de l'Europe, la ville où le grand remplacement a déjà eu lieu. L'idée d'un grand remplacement, c'est l'idée profondément d'une vision raciale de la nation. C'est dire qu'un Français d'origine africaine est à jamais d'origine africaine. Dans le niveau électoral classique, c'est bien clairement... Le grand remplacement a déjà eu lieu, je ne sais pas de quoi il parle. Voilà, sincèrement, je ne sais pas de quoi il parle. Voilà, donc ça doit être un sujet concernant certains ordres. Hein. Voilà. Je m'étonne que de tels propos ainsi exposés au sein d'une institution belge, dans la capitale de l'Europe, ne suscitent par ailleurs pas la moindre protestation institutionnelle. Go to Brussels, go to Paris. There's something going on, and it's not good. You know, there has to be some assimilation. There is no assimilation. It's like living in a hellhole right now. Alors j'ai choisi ce sujet en réaction... C'est quoi cette histoire de trou à rats, là? Dans la capitale de l'Europe, ne suscite par ailleurs pas la moindre protestation institutionnelle. Il parle de quoi? Du Luxembourg hein? Ou du Benelux hein? À Bruxelles? Alors j'ai choisi ce sujet... Ah, à Bruxelles, il paraît que c'est très désagréable, il paraît. Il y a de ça quelques temps, lors de sa visite à Bruxelles, déclarait que Bruxelles, c'est un peu comme vivre dans un trou à rats, et ce, en pointant du doigt la situation migratoire à Bruxelles. Karim Douyeb, data analyst. Alors quand il parle de la situation migratoire à Bruxelles, ça veut pas forcément dire que le problème vient des gens immigrés, mais que la manière dont est traité le sujet de l'immigration et ce qu'on pousse peut-être à adopter comme moyen pour faire reculer les envahisseurs, de ne pas venir. Sauf qu'en réalité, on peut pas tenir un discours parce que quand même Madame Merkel est restée au pouvoir X temps, hein, parce qu'on parle toujours de certaines personnes politiques à l'étranger qui restent, qui ont des mandats très très longs ou qui se font réélire. J'ai envie de dire, Madame Merkel, elle est restée peut-être 30 ans non, au pouvoir en Allemagne, hein? Il me semble, ça fait un moment qu'on la voit. Elle était déjà là avec Chirac, elle était avec Sarkozy, elle était avec Hollande. On est dans plus de 20 ans, hein. Donc, bon, nous, allez, on s'est tapé 14 ans Mitterrand. Hein? Alors? Je dis ça comme ça, hein. Sous forme de graphique, et c'est parlant. Bruxelles est parmi les villes avec le plus grand melting pot. Effectivement, si on regarde une sélection d'une vingtaine de villes internationales qui comprend New York, Londres, Singapour, Melbourne et ce genre de choses, Bruxelles, parmi ces 20 villes, fait partie des endroits où on retrouve le plus d'immigrés. En fait, si on regarde la population bruxelloise... Immigrés, ça ne veut pas forcément dire des gens de couleur. Vous avez entendu Melbourne, c'est des gens d'Australie, par exemple. Vous voyez? Ils sont blancs. On se rend compte que 6 d'entre eux sont nés non belges. Donc c'est beaucoup, on l'a vu. 2 d'entre eux ont acquis la nationalité belge par la suite. Et donc il reste à l'heure actuelle à peu près 40% de la population bruxelloise qui est de nationalité étrangère. Et donc si on s'intéresse
à cette population étrangère spécifiquement, Notamment des Blancs. on se rend compte qu'on est loin des discours d'extrême droite, justement, qu'on entend souvent, où on est submergé par des étrangers d'Afrique du Nord. Oui, il faut toujours se déplacer dans les lieux pour aller vérifier les infos, c'est pas La faux. majorité des étrangers vivant à Bruxelles sont des Européens. La diaspora la plus représentée à Bruxelles Sont de race Si on européenne. regarde le top 10 des nationalités les plus représentées à Bruxelles, il y en a une seule qui est extra-européenne, qui sont les Marocains, en 4e position à l'heure actuelle. D'accord, oui, donc c'est-à-dire que c'est encore plus déséquilibré en faveur de l'immigration Oui. européenne, en Oui, fait, oui. contrairement à ce que défendent certaines théories. Oui, exactement, exactement. Et donc la mission, c'était vraiment de casser les a priori et les idées préconçues sur le sujet. Le Vlaams Belang dispose-t-il de preuves d'un grand remplacement? Je me rends au congrès annuel du parti que les militants antifascistes tentent de dénoncer. Un congrès au thème sans ambiguïté. Maar omvolking, wat is dat feitelijk? Is dat, zoals we zo dikwijls al gehoord hebben in de media de voorbije 2 jaar, een complottheorie? Is het een verzinsel? Is het een mythe? Is het een politieke ideologie? Is het een politiek programma? Nee, het is een simpele empirische vaststelling. Althans, voor wie... En fait, le grand remplacement, c'est que des Blancs sont remplacés par d'autres Blancs. Hein. C'est de ça en réalité. Parce que quand tu arrives dans une ville comme Bruxelles, à 40% de Blancs qui remplacent des Bruxellois, donc Belges Blancs, voilà. Après la Commission européenne, la population étrangère non européenne représente 20 millions de personnes, soit 5% seulement. Donc non européenne, c'est-à-dire de race non européenne. Parce que peut-être aussi qu'il y a pas mal de races européennes qui se marronnent la gueule, comme je dis, ça me fait rigoler, pour faire passer les Noirs et les Arabes en réalité pour des mauvais, alors que finalement après ça se transforme en blanc et ça disparaît des quartiers, vous voyez. Je suis le flamand, effectivement, au sein du groupe de Marine Le Pen au Parlement européen. Les liens d'amitié entre le Front National et mon parti national, le Vlaams Belang, sont forts et stables et ils datent déjà des années 80 du siècle précédent. Comme l'AfD allemande, Gerolf Anman s'imagine lui aussi une déportation à l'échelle européenne. Et il joue, lui aussi, de la confusion des chiffres entre immigration clandestine et immigration légale. Parce qu'en réalité, on parle aussi d'immigration clandestine et légale, dans le sens où les Blancs sont blancs, ils ont des papiers, ils ont un statut, ils viennent pour travailler, gna gna gna, ils ont un peu plus d'argent pour financer leur lieu d'habitation, alors que dans des pays dits du sud, vraiment, où les gens sont de couleur, et comme ils n'ont pas accès à une monnaie forte, comme on le sait, et que c'est plus compliqué pour y avoir accès, puisque l'indice de leur monnaie est souvent beaucoup plus forte que le nôtre. Donc de fait, on est un peu emmerdé à ce niveau-là. Et ils sont un peu emmerdés à ce niveau-là et que du fait, ils sont appelés clandestins parce que ils vont utiliser des moyens illégaux liés au prix du billet d'avion de une qui est souvent extrêmement cher par rapport à leur niveau de vie à eux. Et ensuite aussi parce que il y a effectivement une politique de visa généralement dans ces pays-là qui est absolument bloqué, vissé, et que ça joue ou de la corruption pour avoir droit à un visa, ou ça joue à du réseau, voilà, ou à des prête-noms, des choses comme ça, voilà. Et qu'effectivement, nous, pour avoir un visa, il suffit d'amener des documents et de payer une partie, et que eux, c'est pas si simple que ça. Voilà. Parce qu'en réalité, nous, on demande les mêmes documents que on leur demande, mais en réalité, ils n'ont pas une organisation et un mode de vie
administratifs aussi, qui permettent pour tout le monde lié à un maintien donc sous le seuil de la pauvreté, qui ne permet pas de fournir des documents parce qu'ils n'existent pas, hein, parce que les documents n'existent pas, hein, parce que les injonctions d'Europe organisationnelles en disant on classe tout, on organise tout, etc. En réalité, ça c'est une injonction qui est plus ou moins donnée pour que les gens d'autres pays se déplacent. Et c'est là où réellement on voit qu'il y a un mépris de ces populations-là, parce qu'on ne respecte pas aussi leur mode de fonctionnement et qu'on leur demande de se plier à un mode d'administration qui n'est pas forcément le leur, alors que peut-être qu'ils ont un système à minima d'identité, hein, qui fonctionne quand même, et qu'on pourrait juste se fier à ça pour que les personnes puissent voyager et transiter. Il me semble quand même que dans les années 60 et 70, c'était comme ça, et qu'il n'y avait pas de vague migratoire comme on le connaît, puisqu'il n'y avait pas de vice sur ces pays-là, que les gens pouvaient se déplacer au même titre que n'importe qui sous couvert d'une pièce d'identité, hein, vraie, hein, justifiant effectivement de leur vraie identité réelle, et que les moyens de paiement suffisaient pour pouvoir se déplacer, et que le visa était peut-être moins garni en termes de demande de justificatifs pour pouvoir se déplacer dans tel ou tel pays. Et que de fait, on a dit les gens ils vont se déplacer pour trouver du travail, donc il faut qu'ils justifient d'un travail là-bas, d'un compte en banque, d'une maison, d'une propriété, etc. Alors qu'en réalité, les gens peut-être juste veulent se déplacer, et que ça fait plus peur de quitter, de rester dans un endroit dont on ne peut pas partir en réalité facilement, que d'un endroit où on peut partir facilement. Et que forcément, ça crée une forme de paranoïa en disant on nous enferme ici, on diminue nos ressources, on prend notre eau, et donc on a peur et on a envie de se sauver, hein. Quand on a vu quand même qu'en France on a laissé aussi peut-être les frontières ouvertes et la possibilité aux gens de se déplacer en avion malgré les restrictions, malgré le problème du Covid, et que ça a choqué pas mal de monde, mais que on a laissé les frontières ouvertes, c'était peut-être aussi parce qu'il y a un mal-être cuisant, hein, en France, et qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sentaient pas assez bien pour imaginer que le pays soit complètement clos et avec des frontières fermées. Donc ça, si vous voulez, je pense qu'il va falloir se le poser comme un vrai problème de conscience et prendre ses responsabilités à ce niveau-là en termes, excusez-moi, de lecture de la psyché humaine en général de base, hein, voilà. Parce que c'est quand même gonflé, hein. Et dont nous devrons promouvoir le retour d'une manière ou d'une autre au cours des 20 prochaines années. Nous devrons contraindre les pays d'origine, négocier également le rapatriement des clandestins qui sont venus ici illégalement et qui, en dehors de la folie de l'asile de la Convention de Genève, n'auraient pas le droit d'être ici. Ce sera une négociation au cours des 20 ou 30 prochaines années pour réduire systématiquement ce nombre. Mais après avoir fermé le robinet en premier. Le concept du grand remplacement ne se contente pas de discriminer, il amène aussi directement à la violence. À Bruxelles, le CRISP et le politologue Benjamin Biard observent minutieusement les évolutions des droites extrêmes jusqu'aux plus violentes. Voilà, avec le grand remplacement ici, en l'occurrence, Bruxelles, capitale européenne du grand remplacement, thème classique évidemment, du Vlaams Belang et des formations anti-système. Très clairement, aujourd'hui, cette volonté de pointer du doigt ce changement de civilisation, elle est très classique dans l'extrême droite, que ce soit la plus modérée à la plus extrême finalement. Je pense qu'on peut résumer l'extrême droite sur la base de cette idéologie, en une sorte de galaxie d'une certaine manière. Un premier sous-cercle, ce sont les formations qu'on qualifie de populistes de droite radicale. Alors on retrouve en son sein des formations comme le Rassemblement national français, le Vlaams Belang flamand également, Vox en Espagne. Un autre cercle qu'on retrouve
c'est celui qui met beaucoup plus fondamentalement en cause la démocratie comme mode de gouvernement. Parce qu'ils sont, par exemple, de type néo-nazi. On peut citer Aube Dorée, particulièrement en Grèce, qui a même été reconnue comme organisation criminelle il y a quelques années par la justice. On peut citer également certains individus, Anders Breivik en Norvège, qui a commis des attentats meurtriers en juillet 2011 sur l'île d'Utøya et à Oslo. Bah après, c'est sûr qu'il y a toujours des personnalités qui se saisissent de ces mouvements-là pour satisfaire un besoin de se répandre en violence. Voilà, donc ça c'est une réalité aussi. Et raciale. Cette phrase est tirée du testament de Brenton Tarrant, auteur de la tuerie de la mosquée de Christchurch en Nouvelle-Zélande et qui a fait 51 morts. Le concept de grand remplacement amène aussi à une violence qui a engendré près de 70 attentats dans le monde depuis 10 ans. Une augmentation de 320% d'après l'ONU. Le nom de cette mouvance terroriste, l'accélérationnisme. Dans le manifeste mais c'est ça, c'est. Putain. Suprémaciste, on y trouve des hommages aux assassins et des appels au meurtre. C'est un courant qui est apparu à partir de 2015, qui considère que la guerre raciale a commencé et qu'il y aura de toute façon un génocide. Et que, évidemment, la question pour eux, c'est que les Blancs gagnent cette course au génocide. Bah, moi, ce que j'apprécie, vous savez, dans le mouvement, comme c'est un peu d'extrême droite aussi, c'est que la vérité est régulièrement quand même inversée et que, en réalité, ils peuvent soulever, si vous voulez, par la stratégie inversée, de signaler qu'en réalité, on fait du zèle dans les médias en général, avec beaucoup d'arrogance et de mépris. Moi, je me souviens envers les classes notamment populaires, islamiques, sous couvert que les classes moins populaires seraient soufis, voyez. Donc, à un moment donné, quand on m'explique que la bêtise, c'est de porter le voile, etc., et que donc c'est eux qui nous agressent, et que c'est eux les terroristes, et que c'est eux les méchants, en réalité, quand on voit aussi des blancs qui peuvent agresser une mosquée, c'est aussi un moyen de dire dans le grand théâtre, vous savez, des apparences, et oh, c'est nous les agresseurs, c'est nous qui les agressons en réalité. Parce que notamment, quand on agresse des gens dans leur lieu de prière, ça fait partie des droits, des agressions les pires au regard de Dieu. Et c'est souvent cité dans les textes religieux de dire de ne jamais agresser quelqu'un qui est en train de prier et qu'en réalité, cette règle-là a souvent été malmenée. Et moi, je me souviens même lorsque je faisais partie des croisés, puisque j'en ai fait partie, je suis allée sur les chemins des pèlerins, du pèlerinage de France à Jérusalem pour protéger les croyants chrétiens, et que quand on est rentré de campagne, parce que bon, c'était quand même le roi Richard qui nous finançait aussi. Quand on a vu que même nous, Templiers, on ne nous laissait pas prier, alors que nous étions bien agressés au moment de prier, et qu'en réalité il est venu là aussi cet ordre en disant il nous faut plus de bâtiments pour prier, pour se mettre à l'abri. Voilà, parce que on était obligé, et c'était pas qu'une question de parce qu'on se mettait quand même pour prier à genoux, ou debout, ça dépendait, mais au départ on se mettait à genoux pour prier, mais que à force on est resté debout, parce qu'en réalité on était un petit peu, on disait bon, il y a des agresseurs pas loin, ça va nous faire du bien, voilà. Donc on restait toujours en état d'alerte, et le rester debout c'était un moyen. C'est pour ça que dans les églises on se met et à genoux, et debout, et assis, parce que c'est les trois positions chrétiennes dans lesquelles finalement on a trouvé des modes de rites de prière. Donc voilà. Et c'est ça aussi qui dénonce, puisque je pense que à un moment donné, il y a quand même pas mal de gens aussi d'extrême droite qui sont chrétiens, qui aiment le christianisme, mais dans la forme la plus pure, chrétienne, c'est-à-dire vraiment dans le suivi du prophète Jésus, paix sur lui, et que ça a été un véritable combat
pour lui comme pour moi, déjà de survivre, hein, d'avoir le droit de vivre, hein, déjà, pour exprimer des règles de générosité, de bienveillance les uns envers les autres, et qu'il y en a toujours qui essaient d'être fidèles à ce combat, et que donc il faut honorer aussi ce genre de système, puisque finalement c'est pas eux qui ont participé à le créer, c'est le système qui a fait que quand on veut dénoncer quelque chose, on doit faire de la merde et en supporter le poids et le prix du sacrifice, vous voyez. C'est ce qu'on lui reproche. C'est ce qu'on lui reproche parce que ça a été payé par des décennies de génocide blanc, parce qu'ils pensent que les Juifs génocident les Blancs par la mondialisation, par l'immigration, en faisant venir des Noirs, des Arabes, des Hispanos, etc., qui viennent métisser les Blancs. Avec ce concept de génocide contre les Blancs... Alors que quand tu vois que, c'est ce qui est bien, ce qui me fait rire, tu vois, c'est la question du métissage, alors qu'en réalité, la meuf, elle peut se mettre noir demain, marron avant-hier et chinois le mois prochain. Vous voyez ou pas? Voilà. Donc, de quoi on parle? Le problème, c'est le mariage. Absolument. Et c'est un problème que j'ai soulevé très récemment dans mes posts, hein, depuis l'année dernière. Suprémaciste du white power, des idées anciennes pour justifier une violence d'aujourd'hui. Je quitte la Belgique pour la France. Si l'Allemagne comprend le plus grand nombre de militants violents, c'est la France qui, d'après Europol, recense à elle seule près de la moitié des actes terroristes d'extrême droite commis ou déjoués en Europe. Et selon les services de renseignement français, le pays compte 3000 extrémistes de droite violents. Parmi eux, 1500 font l'objet d'affichage de ces services. Sur le réseau social Telegram, la violence de l'extrême droite s'exprime aujourd'hui sans retenue. Sébastien Bourdon, journaliste indépendant, observe ces groupes, qui comprennent aussi des membres de forces de l'ordre. Alors, est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu ce qu'est FRDTER? C'est un canal de diffusion donc, qui était assez important donc, pour regrouper les potentiels militants en fonction de leur département. Et on a, a priori, à en croire les photos de profil, différentes personnes qui posent donc, soit en uniforme de l'armée française, comme ici ou bien ici. Ici, on lit le texte police, on devine a priori ce qui serait un jet tactique. Là, on a des patchs de la Légion étrangère. Bref, tout ça nous laisse se penser qu'on est très clairement sur des appels au meurtre, puisque il parle a priori de cibler un centre d'accueil pour migrants, de le brûler. Et il y a un utilisateur de cette conversation qui donne grosso modo des conseils sur comment se débarrasser des corps en toute discrétion, qui parle de potentiellement jeter les corps à l'eau en les attachant à des poids pour que les corps ne flottent pas et ne puissent pas être retrouvés trop facilement. Le groupe FRDTER est aujourd'hui interdit et les appels au meurtre ont fait l'objet de poursuites judiciaires. Certains policiers ont été, depuis, condamnés. Parmi les tendances radicales, une mouvance ultra-violente réémerge puis s'impose au début des années 2020, celle des nationalistes révolutionnaires. Cette mouvance se décline en de très nombreux groupuscules en France et dans toute l'Europe. En France, elle est notamment incarnée à Paris par le groupe Union Défense, connu sous l'acronyme GUD, mais aussi par une nébuleuse de groupuscules reconnaissables à leur croix celtique, signe de ralliement des groupes néofascistes. Très clairement, c'est le référent nationaliste révolutionnaire qui revient. Leur mentor, leur maître à penser, c'est François Duprat. François Duprat considère clairement que le nationalisme révolutionnaire est un néofascisme. La croix celtique est devenue l'emblème du plus récent et du plus violent des mouvements d'extrême droite français, Ordre Nouveau. Avec Ordre Nouveau, François Duprat et les nationalistes révolutionnaires fondent leur vitrine politique. Les analyses ont tablé que l'extrême droite en France représentait directement, c'est-à-dire sans aucun travail politique, 8 à 10% de la population. Mais il est évident que des problèmes comme les Français regrettent-ils leur perte de leur empire a donné, je crois, si je me rappelle bien, 58% de regrets. Les Français refusent-ils le marxisme, ça a donné à environ 54%, et ainsi de suite. C'est-à-dire que chacun de nos grands thèmes est approuvé soit par la majorité de la population, soit par une très forte minorité. En réalité, disons que pour rallier beaucoup plus de gens que ce que nous avons pu faire jusqu'à présent, ce qui nous manquait, c'était un outil politique, c'est-à-dire un parti.
En 1973, Ordre Nouveau sert de base à la fondation de ce qui devient le premier grand parti d'extrême droite d'après-guerre en Europe, le Front National, dirigé par Jean-Marie Le Pen. Au niveau partisan, Duprat, c'est la cheville ouvrière de la création du Front National, dont il sera le numéro 2. Le Front National, entre 72 et 78, s'intéresse peu à l'immigration. C'est d'abord un mouvement anticommuniste. Duprat comprend, il y a Valéry Giscard d'Estaing, il y a Jacques Chirac, il y a des gens qui sont bien plus installés dans l'anticommunisme et qui sont plus honorables. Que donc ça ne peut pas marcher. Et il dit on peut aller sur le thème de l'immigration et sur la question sociale. Cette stratégie-là, il la rédige, il l'écrit, il l'explique noir sur blanc dans les années 1970 et en 78, pour la première fois, le Front National fait campagne, il affiche 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrants en trop. De suite, les militants comprennent que c'est le bon slogan, parce que d'un coup d'un seul, les militants de gauche qui jusque-là se fichaient des affiches du Front National qui n'étaient rien, se mettent à les arracher. Le renseignement français considérait Duprat comme la seule personnalité d'extrême droite d'envergure. Il est assassiné en 1978 dans des circonstances troubles. Son assassinat est classé sans suite, mais ses idées lui survivent, au Front National de Jean-Marie Le Pen et dans de nombreux groupuscules. Les skinheads attaquent et le temps court. Ceux que nous avons rencontrés appartiennent aux jeunesses nationalistes révolutionnaires, la branche la plus musclée du mouvement skin. Nous sommes contre l'immigration qui métisse notre culture. Quitte à taper sur les immigrés. Quitte à les taper s'il le faut pour se faire connaître et pour se faire comprendre et entendre. Donc là, il y avait quand même un sujet, juste excusez-moi, je fais une pause. Il y avait quand même un sujet de base, c'est-à-dire métisser notre culture. Donc effectivement là, il redéfinit vraiment le terme culture, c'est-à-dire pas métisser, enfin, attention, il y a quand même des hommes qui sont quand même assez jaloux et qui n'ont pas forcément envie de voir que des femmes blanches se mettent avec des hommes de couleur. Il y a aussi des mères qui ne veulent pas que leurs fils se mettent avec des femmes de couleur. Ou toute autre chose, parce que effectivement les implications aussi au vu de l'histoire des passages, etc., mais aussi des richesses, mais aussi des formes de culture qu'on peut considérer moins grandes, moins riches que d'autres. De fait, on ne la considère pas, la personne, quelle qu'elle soit, présentable au reste de la famille, au reste du voisinage, au reste du monde, des fréquentations, etc., parce que cela ne paraîtrait pas digne de la famille ou pas convenable. Et donc là, on rentre dans un discours typiquement fasciste, puisqu'on ne laisse même pas en réalité la chance à une personne humaine digne de ce nom, qui ne fait pas de mal, qui vient d'une culture certes différente, mais pas forcément moins noble, puisque la noblesse n'a pas qu'un seul visage, n'a pas qu'une seule manière de se vivre, n'a pas qu'une seule méthode, et n'a pas qu'un seul art de vivre. La noblesse ne se vit pas d'une seule manière. Voilà, elle se vit d'énormément de manières. Voilà, et que en dernière instance, l'ultime noblesse, c'est la noblesse du cœur. Et ça, je crois que beaucoup de nos ordres rattachés à la franc-maçonnerie en sont absolument conscients. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi? C'était quoi? Français, oui. Donc, là, il parle de la culture, donc c'est-à-dire peut-être le mode de cuisine, le mode de fonctionnement, un mode de vie, par exemple. Il a souvent été assimilé, ou utilisé l'exemple espagnol en disant voilà, quand les Espagnols ils sont en France, ils imposent pas à leur entreprise ou à leur employé un mode de vie à l'espagnol, c'est-à-dire on fait la sieste, on reprend le travail à 3 heures et on travaille jusqu'à 9 heures et puis après on mange à 10 heures. Voilà. Donc c'est vrai que les Espagnols, ils ont un système de vie français. Voilà. Bon, ceci dit, j'ai jamais vraiment vu d'Africains ou d'Arabes avoir un système très différent d'une autre, faut le dire. Donc après, moi je suis curieuse aussi qu'on fasse un bilan des différentes
peuples de différents pays, à savoir qu'est-ce qui est finalement le plus différent de nous dans le fonctionnement. Voilà, et que si en réalité c'est l'histoire des racailles qui restent dehors et qui foutent le bordel dehors et du bruit à pas d'heure, alors que normalement la vie était quand même calme, il y a eu quand même les blousons noirs dans les années 50 qui ont déjà un peu fait le boulot, et dans les années 60 aussi, avec la bande à Renault, les choses comme ça, et pas que, Elvis... et puis Brando, et puis voilà, donc les mauvais garçons ça existait. Après on va dire que il y a des modes de créativité qui ont dû aussi se différencier puisqu'il fallait pas faire la même chose. Parce que le problème c'est qu'il y a des gens qui viennent par derrière, le bon blanc qui vient voir le noir qui est de mission à faire de la racaille et qu'on lui explique que oui mais il peut pas faire ci, il peut pas faire ça parce que ça c'est à nous, ça fait partie des blousons noirs et que toi va falloir que tu trouves ton système. Donc si on te fait faire, si on t'oblige à avoir un autre système différent de ce qui a été fait parce que ça emmerdait pas trop, tu te dis bon je vais faire ce qui a été fait, ça va pas trop déranger, on te dit non faut que tu fasses un truc différent, donc tu vas faire un truc différent qui va faire plus chier, sauf que tout le monde sait que ça t'a imposé. Donc à un moment donné, c'est toujours pareil, on impose le vol, et puis après on va se plaindre du vol. Pardon, mais excusez-moi. Alors ceux qui font les règles se plaignent eux-mêmes des règles. Y a pas un problème. Voilà. Donc tout ça, faut qu'on fasse un bilan quand même de savoir quelle est la culture la plus dérangeante. Moi, il m'a semblé que les Suédois et les Norvégiens, c'était la pire. C'était les pires. Enfin bon, bref. Je dis ça, je dis rien. La violence contre les Maghrébins progresse de 225%, selon les archives de police. 2001, bien évidemment, provoque une accélération, et c'est le cas dans le nombre de violences. 2015 triple le nombre de violences contre les Maghrébins. Cette volonté de représailles, c'est nous tous. Il y a bien une demande sociale, une opposition forte contre la présence des gens d'origine immigrée. Voilà, exactement. Il y a une demande sociale. Il y a une demande sociale et en réalité, qu'est-ce qui se cache? C'est que ça veut dire, on suit ce qu'il dit, c'est juste qu'à un moment donné, il y a aussi des groupes qui utilisent le discours ambiant et qui vont, on va dire, attiser des mèches, mais en réalité, les gens concernés vont pas tomber dans le panneau, ils vont pas faire de la violence pour riposter. Comme on a eu beaucoup de sujets sur l'immigration, les Arabes, l'islam, le voile, le terrorisme. Il y a beaucoup de musulmans, la plupart d'ailleurs, presque tous, qui n'ont pas bronché, malgré les vagues de provocation dans les médias, que c'était bien à la mode. Et forcément, il y a aussi des gens qui vont utiliser donc ces vagues de propagande aussi médiatique de manière à casser des gens, à taper. Ou de l'arabe, puisqu'il le signale quand même qu'il y a eu beaucoup d'arabes alors qu'on n'en a pas réellement parlé dans les médias. Il signale quand même dans le documentaire, on le relève, mais que donc on dit voilà il y a du terrorisme des arabes, mais par dessous on va dans les bas quartiers taper les arabes. Comme il est signalé quand même dans la chanson des Cure où qui dit killing an Arab, ça veut dire que à un moment donné, si tu étais pris dans des affaires un peu bidons, si tu voulais t'en sortir dans certains services de police, ou à la demande de procureurs, ou à la demande d'un certain type de député, notamment qui est peut-être du département ou de la région, on ne sait pas, qui va demander de bon, tu sais quoi, tu es un arabe et c'est bon, on te laisse tranquille. Ça aussi, ça a été fait, faut le dire quand même. Contre l'islam, et là-dessus, les radicaux de droite en ont été une avant-garde. 50 ans après sa fondation, la mouvance nationaliste révolutionnaire continue d'entretenir des liens étroits avec le FN, devenu Rassemblement national. Pour comprendre ce rapport entre radicaux et vitrine politique, je décide de rencontrer Christian Boucher, figure historique du nationalisme révolutionnaire français. Courtois, Christian Boucher l'est indéniablement. Radical, il est encore plus sûrement pour avoir fondé les groupuscules les plus extrémistes des 30 dernières années, avant de soutenir Marine Le Pen dans les années 2010. On le voit ici avec Alexandre Douguine, proche de Vladimir Poutine et artisan du soutien russe aux extrêmes droites. Duprat, il a eu l'idée, lui, c'est le premier, vraisemblablement, oui, à dire on n'arrivera à rien en tant que groupuscule.
suicide. On n'a pas d'exemple d'ailleurs sur 50 dernières années de groupes radicaux qui seraient devenus autre chose que des groupes radicaux. On va atteindre des groupes qui vont faire 300, 400, peut-être 1000 membres, voilà. C'est vrai que ça reprend le pouvoir. Ça reste du niveau de l'agitation de rue, quoi. Par contre, un groupe radical va véhiculer des idées nouvelles et va jouer un peu un rôle de lobby vis-à-vis des grands partis, en influant leur base et donc en faisant progresser des idées. Et d'un autre côté, il va avoir une influence auprès de la jeunesse et des personnes les plus éveillées qui vont suivre ce qu'il fait, quoi. Alors juste, je voulais revenir sur ce graphe là qu'on voit. Voilà. Alors on va voir. Je te hais. On n'a pas d'exemple d'ailleurs. Comiste. On le voit. Voilà, je te hais comiste. Alors là, il y a écrit communiste. Mais avant, vous l'avez vu, c'est je te hais. On va atteindre des groupes qui vont faire 300, 400, peut-être 1000 membres, voilà. C'est vrai que ça reprend le pouvoir. Ça reste du niveau de l'agitation. C'est le premier, vraisemblablement, oui. Bon, bref, vous l'avez vu. On n'arrivera à rien en tant que groupuscule. Voilà. Donc, on le remet. Je te hais comiste. Hein, donc, c'était pas une erreur. C'était aussi qu'il y a une politique du commis d'office dans les tribunaux en général, parce que moi je l'ai vécu, une fois je me suis fait interpellée et j'ai fait appel à un avocat commis d'office qui est là donc pour son service gratuit le temps de te sortir du commissariat, et puis qu'une fois que tu as envie de continuer un peu ton combat, elle est plus commis d'office. Après il faut régler la somme, donc peut-être à une somme un peu plus basse, mais enfin est-ce que le boulot va être fait pareil? Est-ce que l'engagement qu'elle a envers toi est réellement honnête ou est réellement entier, parce qu'il faut le dire, et qu'il y a un système au travers de ce commis d'office qui est un mauvais mot choisi, parce qu'en réalité un commis c'est quand même quelqu'un qui travaille dans les cuisines et qui prête main forte dans les comment on appelle ça, dans les putains de brigades de cuisine, on appelle ça des brigades, donc ça veut dire qu'il faut être vachement au garde à vous, que quand même le viol dans certaines instances de cuisine, ça existe. Voilà, apparemment il y a quelques griefs envers Monsieur Etchebest, faut le dire, et que ils n'ont pas le droit de se plaindre. D'accord? Donc moi j'ai eu vent de rumeurs, à voir si c'est vrai ou pas, mais je le dis, voilà. Donc comiste, ça veut dire la politique forcer les extrémistes du commis, c'est-à-dire ceux qui vont engager pratiquement aussi dans les cuisines que des commis, leur apprendre vite fait certaines bases et qui finalement ne vont pas non plus vouloir, parce que ça coûte moins cher déjà la main d'œuvre, on forme certes mais on paye moins et on les fait cravacher comme des esclaves parce que de toute façon ils ont envie de se former et ils cherchent aussi à apprendre des techniques et des méthodes qui font que à un moment donné peut-être, je dis bien peut-être, ils espèrent une reconnaissance et que donc ils se plient en quatre plus que les autres. Alors que ceux qui sont un peu reconnus, qui connaissent le système, imaginons des écoles, etc., machin, savent aussi comment ne pas se faire arnaquer dans tout ce système des cuisines. Je compare ça au travail qui est fait dans les tribunaux, parce qu'en utilisant le terme de commis d'office, ça veut dire le commis de bureau, puisque office, on dit c'est un bureau quand même, et ça veut dire un commis de bureau, ça veut dire que quelqu'un qui va peler les patates, qui va faire la vaisselle, qui va faire les petites découpes, etc. Donc ça veut dire que il n'y a pas de travail vraiment créatif, sauf que toute personne qui tombe entre les mains de la justice peut quand même invoquer le droit d'avoir un petit peu un créateur et pas forcément qu'un personnel de bureau de base pour le sortir de la merde. Bon, je dis ça
comme ça. Hein, je dis juste que la politique du commis, en utilisant toujours les personnes les plus bas de gamme pour démerder des gens parfois dans des situations vraiment compliquées, j'ai envie de dire, eh oh, hein, la justice de poids, de mesure, hein, dans notre beau pays qui est la République, qui défend la justice pour tous. Pas du tout, parce qu'elle coûte très cher. Hein, les avocats coûtent très cher. D'accord, et que en réalité c'est très compliqué d'avoir de leurs nouvelles, c'est très compliqué d'avoir un suivi des affaires, c'est très compliqué aussi d'avoir des réponses par rapport à des situations qui sont quand même assez simples et qui font toujours un peu de flou dans leur discours de manière à gratter peut-être pour certains un chèque de plus ou juste oui qu'il faut courir derrière pour simplement qu'un courrier soit envoyé alors que ça fait peut-être des semaines que la situation aurait pu se régler si le courrier avait été envoyé plus tôt. Donc voilà. Hein, voilà le beau système de nos formations françaises, de notre système judiciaire. Donc j'ai un peu honte pour nous qui sommes quand même la représentation du pays, soi-disant, au moins en apparence, hein, des droits de l'homme, et qu'en réalité on n'a pas beaucoup à envier à d'autres systèmes qui sont beaucoup plus liés à des pays représentés par des pays du Sud. Hein, qu'on a tendance d'ailleurs à dénigrer souvent dans ces instances-là particulièrement, alors qu'en réalité chez nous c'est pas beaucoup mieux finalement en termes de réelle liberté, à moins de dire eh oh, la corruption ça existe aussi chez nous, faut arrêter, même dans notre état soi-disant de droit, hein, puisque les gens de la droite mangent aussi de la corruption, hein, ça fait un moment qu'on le sait, et qu'est-ce que j'avais envie de dire aussi, c'est que si on fonde notre système judiciaire sur une falsification, on va dire, à des fins d'intérêt préoccupants, hein, voilà, parce qu'il y a des intérêts quand même qui sont particulièrement préoccupants aujourd'hui. Donc forcément que ça biaise notre système, ça biaise notre législation, ça biaise nos règlements, ça biaise nos relations intra-personnelles, intra-étatiques aussi, et ça biaise forcément aussi nos relations diplomatiques, parce que régulièrement des situations diplomatiques se règlent au sein de nos commissariats. Donc à un moment donné, on en a marre! Les flics, d'accord, les gendarmes, c'est pas la main-d'œuvre des hommes politiques! Ou alors va falloir augmenter le niveau de vie et clarifier les rôles et les compétences de chacun! Parce que ça veut dire que c'est pas clair! Vous m'avez compris? Dernières années, de groupes radicaux qui seraient devenus autre chose que des groupes radicaux. On va atteindre des groupes qui vont faire 300, 400, peut-être 1000 membres, voilà. C'est vrai que ça n'a pas le pouvoir. Ça reste du niveau de l'agitation de rue, quoi. Par contre, un groupe radical va véhiculer des idées nouvelles et va jouer un peu un rôle de lobby vis-à-vis des grands partis, en influant leur base et donc en faisant progresser des idées. Et d'un autre côté, il va avoir une influence auprès de la jeunesse et des personnes les plus éveillées qui vont suivre. Ah, ça veut pas dire graisser la patte, on est d'accord, oui, ouais. Hein, que chacun soit... Ça, dans un état de droit, ça veut dire agir droitement et tout droit, généralement, c'est la voie du milieu. C'est pas à droite, c'est pas à gauche, c'est au milieu. C'est tout droit, quoi. De toute façon, si vous voulez votre paradis, va falloir y aller, hein, dans le chemin droit de Dieu, hein. Va falloir y aller. Voilà, le discours, on n'a qu'une vie. Eh ben non! Ça allait être... En fait, elle représenter... On pensait qu'à cette époque-là, elle représentait à peu près ce qu'on pensait.
version moderne du front. À cette époque-là, le front n'était quand même pas un danger pour le système si important. Donc en fait, ce qu'on avait fait dans le passé n'était pas tellement d'importance. Maintenant, je suis certain qu'on ressortirait. Ah ben, excusez-moi, hein, la métaphore du carpe diem, c'est le dilemme de la carpe. Et la carpe, c'est moi, parce qu'on m'empêche de parler. Est-ce qu'on va la laisser parler? Elle? Oui ou non? Alors, vous en pensez quoi maintenant? Le révolutionnaire est incarné par le GUD, fondé dans l'après-mai 68. Parce que si je parlais pas, il y avait l'illusion que vous alliez avoir qu'une seule vie, parce que sinon on aurait tous explosé. S'autodissout suite à l'assassinat D'accord? d'un jeune militant. Et alors maintenant que je parle, bon ben il y a deux voix qui s'offrent à vous, mesdames, messieurs. Le paradis, l'enfer. Choisissez! Les OAV Paris finissent par reprendre le nom historique GUD, sous l'impulsion d'une figure ultra-violente, Marc de Cacré-Valménier. L'opinion publique redécouvre cette mouvance dans les rues de Paris le 6 mai 2023, où 600 militants défilent sans quasi aucune présence policière et où la présence de caméras, elle, dérange. Ce défilé figurerait au rayon du folklore néofasciste si les idées que portent ces militants ne trouvaient pas un écho dans des partis politiques aux portes du pouvoir. Ouais, c'est-à-dire t'as ceux qui défendent, on va dire, directement une vision, et puis t'as tous les cons qui jouent les hypocrites sur les plateaux télé, tu sais, qui annoncent quelque chose en apparence et qui par-dessous font 1000 fois pire. D'accord? Pour la mouvance nationaliste révolutionnaire, à Mediapart, on va révéler la présence d'Axel Lousteau et d'Olivier Duguet. Ce sont deux proches de Marine Le Pen, au sens où ils ont été des trésoriers de son micro-parti Jeanne. On a révélé à Mediapart, enquête après enquête, combien ces deux personnages, et plus largement ce qu'on a appelé la GUD Connexion, étaient adeptes de soirées au folklore vraiment douteux. Axel Lousteau a été conseiller régional et même président de la Fédération des Hauts-de-Seine. Il a été à la tête de la cellule financière de sa campagne, Marine Le Pen, en 2017. Là, on le voit poster une assiette de riz dans laquelle est dessinée une croix gammée, avec le commentaire « une bonne petite assiette de riz toute simple ». Là, on a un autre qui est assez intéressant, qui date de janvier 2013, dans un échange qui est ponctué de références implicites à la Shoah. On est dans un moment où le prix du gaz vient d'augmenter et il y est question de 6 millions de franciliens inquiétés par du gaz. Dans les commentaires, on parle de four, de fabrication de savon. Donc bon, déjà le riz, excusez-moi, ça fait référence à la Chine, hein, la croix gammée à l'Inde, et ensuite de ça, les 6 millions de franciliens qui ont un problème de gaz, c'est relatif au problème algérien. Non, je dis ça comme ça, hein, parce qu'à un moment donné, merde. Et à la Russie aussi, oui, effectivement. Cette manifestation du 6 mai, tout à coup, il y a tout ça qui remonte à la surface, et Marine Le Pen, qui pensait être un peu débarrassée de ce sujet, se trouve à répondre de leur présence là. Bah parce qu'en réalité, Marine Le Pen, excusez-moi, s'appuie et va chercher, on va dire, du soutien financier en disant voilà, on va porter la cause. Et puis finalement, arriver sur les plateaux, finalement, arriver aux interviews, ça assume pas complètement, hein, il y a du déni. Donc forcément, ça plaît pas et qu'à un moment donné, ces groupes-là, s'autonomisent. Hein, ils s'autonomisent et ils disent non, nous on existe, on l'a effectivement soutenu et on va montrer les photos. Elle a pris notre pognon, vous voyez, c'est comme Kadhafi qui à un moment donné, ou le fils Kadhafi qui explique on a financé Sarkozy quand même, faut le dire, il nous a bien craché à la figure. C'est le même système, tous des gens qui vont à un moment donné essayer de trouver du soutien pour exister, et c'est pour ça aussi que j'ai envie de dire à quel moment les campagnes électorales, elles deviennent vraiment publiques. Parce que quand on finance des campagnes électorales par du privé, vous croyez pas qu'il y a un problème? Non! Et ça, il fallait faire l'ENA pour le faire? Ou pour le penser? Ou pour le dire? Eh ben j'ai pas fait l'ENA, et je le dis! Encore aujourd'hui, certains jeunes du GUD ou autres vont être embauchés dans leur société. Parce que ça va bien de faire les photos! Hein? Marc de Cacré-Valménier, ce sont des liens qui perdurent à travers aussi
Oui, mais elle a fait la photo, donc bon, hein. Toutes les connes derrière. Oui, mais elle a fait la photo. Ouais, mais elle assume pas. On a vu la trace de certains de ses assistants dans des actions violentes. On a vu dans des réunions du RNJ la présence de membres d'anciens de génération identitaire. Ouais, parce que ça aussi, c'est facile. Non, mais c'était pas moi, tu sais. Alors, du coup, tu utilises l'espèce de mouchoir métamorphé, tu sais. Hop, mais oui, mais on se métamorphe quand même, c'était pas moi. Allez vous faire enculer. Autour de l'extrême droite politique au sein des universités françaises. Vianney van der Scher, son président en 2023, est aussi attaché parlementaire d'un eurodéputé Rassemblement National. Le premier but de la cocarde était de rassembler en dehors des partis, et le deuxième but c'était justement d'aller mener un combat qu'on appelle culturel, paraît-il des Gramscis de droite, mais combat culturel dans les universités. Et parce que beaucoup d'étudiants voient bien que dans leur amphithéâtre, parfois ils sont les seuls à penser ce qu'ils pensent, ils voient l'importance d'aller mener ce combat dans les universités qui sont pas en majorité, pas dans l'intégrité, dans la totalité, mais qui sont en bonne partie souvent quand même acquises aux idées de gauche. Et après, déjà l'éducation nationale qui, à notre sens, va quand même déjà aussi dans ces idées-là, l'audiovisuel, Netflix, etc., toutes les références qu'un jeune peut avoir sont, en tout cas à mon sens, assez orientées politiquement, souvent idéologiquement. Donc vous arrivez à l'université, et c'est un peu le dernier sas avant de rentrer dans la vie active. Et donc pour nous, c'est le moment d'aller s'emparer des jeunes et d'essayer de les convaincre avec nos idées. Alors effectivement, là aussi, ce qui relève comme sujet, c'est que oui, on nous taxe de avoir certaines opinions, mais à un moment donné, il y a des plateformes qui se développent, il y a du cinéma, il y a plein de choses qui témoignent de tout un tas de problèmes sociétaux aussi, et dont tout le monde adhère, hein, parce que finalement, avec combien de personnes on va parler au boulot en disant ah bah moi j'ai aimé cette série, ah mais moi j'ai vu ce film, j'ai adoré ce personnage, et gna gna gna. Donc on se fait plein de passés de messages comme ça, et puis à un moment donné, quand on assume réellement ce qu'on aime, ce qu'on veut voir exister dans notre société et sur notre planète, on nous dit ah ben non, mais après on parle avec la personne, on dit mais attends, mais t'as aimé cette série, puis t'as aimé ce personnage, voyez, et qu'à un moment donné, oui, mais d'accord, mais pas dans ces fictions, quoi, voilà, je le voudrais pas dans la vraie vie, oui, mais pourtant c'est bien, ouais, c'est bien, mais quand même. Donc là, on sent aussi qu'il y a une espèce de tiédeur, hein, c'est-à-dire on regarde à la télé, mais finalement c'est pas grave si ça existe pas dans la réalité. Il va falloir accepter aussi qu'il y ait des gens qui ont envie de vivre bien, qui ont envie d'être heureux, qui ont envie d'avoir du bonheur, qui ont envie de plus de liberté, plus de droit à pouvoir ouvrir sa bouche, et de pouvoir aussi avoir le droit de défendre la vérité et de pas être toujours puni et sacrifié au niveau des ondes médiatiques et ou au poteau de la collectivité, vous voyez, pour expliquer aux gens que ah ben non, comme ça crée trop de vagues et trop de remous, vous voyez, il faut rester plat et bouffer de l'huile, histoire qu'il y ait toujours une mer d'huile. La mer d'huile, les gars, on bouge pas, hein, voilà, ça bouge pas. Donc ça bouge pas, ça veut dire qu'il y a rien qui change. Donc les personnes qui se sont battues contre moi parce qu'elles ne voulaient pas que ça change et qu'elles avaient pas envie de la vraie justice, juste, hein, vous avez un problème dans la tête. Sachez-le. Des proximités ou pas du tout avec le groupe Union Défense? Donc sur le GUN, on n'a pas de lien structurel, avec eux ou avec d'autres groupes. On est la cocarde et on fait ce qu'on a à faire et ça se passe très bien comme ça. Bah voilà, après il y a des groupes qui sont la GUD, la cocarde. J'ai envie de dire aussi, ça a commencé à s'organiser comme ça, hein, des partis politiques aussi. Bon voilà, après les noms... c'est pas forcément heureux, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est pas encore des partis, c'est des groupes, hein, j'en sais rien moi, oh. d'Assas, sous un nom à la référence nazie de Waffen-Assas. Alors voilà, comme on l'a vu plus tôt dans d'autres sujets, il y a nazisme et nazisme, il y a différents sujets qui ont été traités au cours de l'avènement du nazisme, hein, donc en Europe, puisque c'est ça qui a été quand même acté officiellement, va falloir l'assumer aussi en les faisant gagner ces cons-là.
Donc là, ils sont en train de s'installer. Voilà, arrêtez de faire les meufs qui ont fait sciences politiques, qui connaissent bien les choses et qui font genre. Premièrement, le fait qu'il y ait un service d'ordre, c'est extrêmement... Pas possible, ça. Ça montre cette volonté de passer à l'acte au besoin. C'est des services d'ordre qui souvent sont armés, point américain, parapluie, casque de moto. Et ça montre aussi qu'il y a une porosité entre les membres. C'est comme si... Bah, ça veut dire qu'il y a un problème de droiture dans les engagements. Moi, je veux bien qu'on m'explique, oui, mais j'ai peur d'être agressée. Mais alors, ça veut dire que vous savez encore mieux que moi comment ça fonctionne, hein, soi-disant que c'était moi la conne de service qui savait même pas mettre 3 chansons, hein. Donc, je veux dire, à un moment donné, excusez-moi, ça veut dire que dans vos engagements, vous manquez de droiture. Ça veut dire que vous vous engagez alors que vous n'allez pas assurer. Et c'est là où vous faites casser la gueule. Donc vous n'êtes pas ou au courant des engagements que vous avez pris, ou on en a pris à votre place, vous étiez pas au courant, et là, bon, vous êtes fait casser la gueule pour rien, ça c'est vrai. Mais, si vous prenez des engagements, essayez de les tenir, hein, à moins que, urgence, changement, qui fait qu'il faut que ça soit entendu par les autres. Hein? Parce qu'un changement de vie, c'est pas non plus anodin. Par contre, il faut que ce changement de vie soit réel, sincère et pas factice, hein, à moins qu'on ait eu vent de danger et qu'à ce moment-là, on puisse se retirer. Mais à ce moment-là, il faut qu'on ait un système auquel on puisse se fier pour pouvoir être protégé et défendu, ce qui n'était plus le cas. Et que ça a bien arrangé vos jeux de putes et de réseaux de prostituées, de services de partout. C'est peut-être les années les plus terribles qu'on est en train de vivre en termes de normalisation de l'extrême droite politique et particulièrement du Rassemblement national. Moi, je suis de cette école qui ne parle pas de dédiabolisation concernant l'extrême droite, je parle de normalisation parce que ça supposerait qu'à un moment, ils étaient diabolisés. Alors moi, ce que j'aime bien, vous voyez, excusez-moi, hein, parce que genre de jeunes filles, je les ai... Excuse-moi jeune fille, hein, mais cette jeune fille fac, étudiante, j'en ai croisé plein, hein, quand j'étais à la fac, avec qui on a un putain de discours, un putain de dialogue, un putain de, tu vois, de raffinement intellectuel quand tu discutes avec la personne, tu vois, et qu'à un moment donné, tu sais pas comment, à un autre moment dans une soirée merdique, tu la vois pute et tu la vois en train de fomenter un complot avec des putes et qui sont en train de te niquer la gueule, tu vois. Donc ça aussi, j'ai envie de dire, les meufs là qui font les belles quand elles sont à la fac, histoire de montrer je sais pas quoi avec les diplômes et les gna gna gna, et que par dessous ça fait des soirées de pétasserie, hein, et que après ça te met des coups de pute et tu l'as pas vu venir parce que tu croyais quand même que c'était un meuf un peu tu sais que voilà, tu vois, les concepts, la réflexion, gna gna. Non, ça va jouer de la gaminerie avec des connasses aussi. Non mais je dis pas pour elle forcément, mais voilà, tu vois. J'en ai connu aussi de ça. L'arrivée d'Éric Zemmour, ce n'est absolument pas une dynamique concurrentielle à Marine Le Pen. Les médias mainstream qui se sont enfoncés dans cette brèche ont tort. Mettre en scène la concurrence entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, c'est ne rien comprendre à l'écosystème d'extrême droite. Parce qu'au contraire, l'arrivée d'Éric Zemmour permet l'accélération de la respectabilité de Marine Le Pen, faisant croire que Marine Le Pen n'aimerait que les chats. Bah non, parce qu'en fait, Marine Le Pen, c'est aussi l'abolition du droit du sol, c'est la préférence nationale, c'est beaucoup de choses. Eh ben alors ça, excusez-moi, alors là, pour le coup, bon, sur ce, elle a raison, c'est pas une ou l'autre, c'est les deux voix. Il peut se positionner comme concurrent en disant « Eh oh, si les gens ils votent pour moi, très bien. » Et puis, si... les gens, si ça amène un peu de respectabilité au regard de Marine Le Pen et donc de respectabilité par rapport à l'idéologie de l'extrême droite, pourquoi pas, hein, ma foi. Si la vision, moi je l'ai écouté plusieurs fois Zemmour, hein, quand il était avec Nolo sur France 2 là, avec comment il s'appelle. Bon, enfin bref. Donc voilà. Donc à un moment donné, ils sont là, ils ont leur discours. Moi, je sais très bien je connais parfaitement le discours de Zemmour, effectivement sur la femme. Bon, je suis, on va dire, la preuve et en même temps l'anti-preuve de son discours, vous voyez. Voilà. Bon, bref.
je vais pas rentrer dans ce débat-là, mais je m'en fous un peu. J'ai envie de dire, prenez vos responsabilités. De fait, il y avait quand même pas mal de choses critiquables dans le fonctionnement et on va dire le rôle que c'était quand même imposé les femmes pour se sentir respectées. Hein, voilà, je ne me suis pas imposé le même rôle pour me sentir respectée. Chacun ses choix, hein, voilà. Donc ça peut marcher les deux, comme elle a pas dit, hein, puisque c'est moi qui le dis. Mais par contre, qu'est-ce que je voulais dire? Oh, putain, on va reprendre. Chier, putain. Que les chats. Bah non, parce qu'en fait, Marine Le Pen, c'est aussi l'abolition du droit du sol. Ah, voilà. C'est la préférence nationale, c'est beaucoup de choses. Voilà. L'abolition du droit du sol, eh ben oui, je suis d'accord. À un moment donné, excusez-moi, le droit du sol, on n'est pas obligé de le donner. Hein? Voilà. On n'est pas obligé de le donner. T'arrives en France, t'accouches, t'es français, non. Voilà. Non, c'est fini. Voilà. Il a été un temps, il n'est plus. Hein, on a le droit d'y revenir quand même. On est quand même, excusez-moi, dans un pays avec des frontières. On est quand même dans un pays où on a le droit de faire des choix différents. Et excusez-moi, ça choque personne quand les Suisses ils font des lois qui les regardent. Alors pourquoi nous, on n'aurait pas le droit de faire des lois qui nous regardent? C'est quoi le problème? Alors je comprends pas ce truc-là. Voyez? Parce qu'en plus, on constate que c'est pas un truc qui marche, hein. À part des femmes qui viennent dégueuler leur bébé chez nous, c'est tout ce qu'on a. Parce que c'est vraiment le cas de le dire des fois. Parce qu'avec cette histoire d'allocation familiale, de fait, ces gens sont attirés par l'argent, comme ce système en Allemagne qui est apparemment extrêmement généreux, je le connais pas, au regard des demandes d'asile, etc. On en a marre de ce système, moi aussi j'en ai marre. Moi aussi j'en ai marre de ce système. Voilà! Donc non, je suis plus d'accord pour qu'il y ait le droit du sol, même si c'est sympa. Non, je suis pas d'accord pour qu'on arrose les gens d'allocation familiale sous couvert qu'ils ont des putains de gosses. Voilà. Parce qu'il y en a, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, ils ont droit à leur allocation et faire des gosses c'est un putain de projet. Mais quand tu vois qu'après le projet ça se transforme en réseau de prostituées, j'en ai marre. Octobre, novembre, décembre 2021. Qu'est-ce qu'il y a comme fasciste? Attendez, excusez-moi. On va reprendre les termes là. Qu'est-ce qu'il y a de raciste et de fasciste que de revendiquer que le droit du sol doit cesser? Excusez-moi, mesdames les métisses de service. Oh! Une montée drastique d'Éric Zemmour dans les sondages. On se dit qu'il faut agir. Putain, mais drastique, se foutent de notre gueule. Ça, après, ça va en Afrique, ça pose pas de problème à prendre de l'eau, voyez? Et à faire du business pour faire rentrer de l'eau d'Afrique chez nous. Oh! Parce qu'en réalité, ah oui, on va en parler. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on fait des petits accords merdeux avec des personnes qui veulent venir dans le pays, histoire de bien saccager le système, hein, voyez, contre commerce de certains territoires dont ils ont la main, comme des grosses familles notamment, hein, et qui vont vendre des terres ou des minéraux ou du métal ou de l'eau ou du gaz qui sont dans certains territoires privés parce qu'ils se les ont carrément appropriés à force de payer et de se faire payer, et que donc il y a des petits accords de merde en sous-main qui prennent en otage tous ces pays-là en voie de développement. Alors ces espèces de bobos avec les écharpes et les chapeaux et les lunettes, je peux plus vous voir, voyez? Je peux plus parce que vous faites juste du business. Voilà! Crevarde! Se sont levés. Ils ont crié non au racisme et le choix du slogan aussi n'a pas été anodin. On a choisi ce slogan en amont pour prouver qu'un slogan bête comme les pieds,
simple allait susciter des réactions hostiles. Nous n'avions pas prévu qu'une centaine de personnes, dont faisaient partie les zouaves de Marc de Cacrède, mais aussi des militants de reconquête de base, il n'y avait pas que des nervis fascistes qui s'en sont pris à mes camarades. C'est une première dans le débat public français qu'on parle de la porosité existante entre l'extrême droite fascisante et l'extrême droite politique. Alors, on va reprendre ton petit exposé, ma connasse. Allez, vas-y, hop là. On va reprendre ton petit exposé, il n'y a pas un problème. Bête comme mes pieds, simple, allait susciter des réactions hostiles. D'accord. Nous n'avions pas prévu qu'une centaine de personnes, dont faisaient partie les zouaves de Marc de Cacrède, mais aussi des militants de reconquête de base, il n'y avait pas que des nervis fascistes qui s'en sont pris à mes camarades. C'est une première dans le débat public français qu'on parle de la porosité existante. Voilà, donc les zouaves, c'est ses camarades, hein, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc c'est-à-dire qu'en plus, cette personne qui fait un joli petit résumé, on va dire, de sa formation d'analyste politique, hein, en réalité, voilà, moi j'y étais, je crois, à ce truc-là, et j'avais dit, putain, mais c'est qui ces gens? Elle me dit des zouaves. J'ai dit d'accord, et donc, elle en fait partie, cette pauvre conne. Voilà, elle en fait partie. Hein, voilà, elle en fait partie. Et c'est son truc de organiser des sessions, des zouaves qui viennent décrédibiliser aussi les parcours politiques de ces gens. Voyez. Et là, il est acté que les zouaves Paris, groupe fasciste, sont au meeting d'Éric Zemmour. Oui, la France est de retour. Bah oui, parce que on dirait pas, mais en fait, en réalité, Qui s'en sont pris à mes camarades. C'est une première dans le débat public français. On parle de la porosité existante entre l'extrême droite fascisante et l'extrême droite politique. Et là, il est acté que les zouaves Paris, groupe fasciste, sont au meeting d'Éric Zemmour. Oui. L'extrême droite politique, dont faisaient partie les zouaves de Marc de Cacrède. Et le choix du slogan aussi n'a pas été anodin. On a choisi ce slogan en amont pour prouver qu'un slogan bête comme mes pieds, simple, allait susciter des réactions hostiles. voilà, le slogan, c'est « bête comme mes pieds ». Voilà, être bête comme mes pieds. Voilà, pour décrédibiliser donc le mouvement d'extrême droite. Hein, allez, si vous voulez, on va utiliser ce terme valise, comme ça c'est plus simple à comprendre, mais enfin bon, hein, comme quoi il n'y a pas de gros mots dans le mot extrême et droite. Hein, enfin, bref. Et ensuite... le mot, c'est bête comme ses pieds. Voilà, on va être con comme nos pieds parce que on trouve que ce qu'ils font, c'est con comme leurs pieds, entre guillemets. Hein, voilà. Nous n'avions pas prévu qu'une centaine de personnes, dont faisaient partie les zouaves de Marc de Cacrède, mais aussi des militants de reconquête de base, il n'y avait pas que des nervis fascistes qui... Voilà, donc il y a des militants de reconquête, qui sont les autres qui bougent pas. Et puis il y a aussi les zouaves de Cacrède, on ne sait pas trop si c'est Tétred ou Cacrède, mais enfin bref, tout ça pour dire que cette très chère mademoiselle en fait partie. Faut le dire quand même. Mes camarades, c'est une première dans le débat public français qu'on parle de la porosité existante entre l'extrême droite fascisante et l'extrême droite politique. Et là, il est acté que les zouaves Paris, groupe... Alors l'extrême droite fascisante et politique, j'ai envie de dire, il y a aussi une gauche fascisante. Même pas extrême, une gauche fascisante. Voilà, puisqu'elle fait la distinction, je vais l'utiliser. Fascistes sont au meeting d'Éric Zemmour. Parce qu'en réalité, le terme fasciste, il peut être utilisé comme par Hitler en social-démocrate. C'est pas beau ça? Il a déjà fait le boulot, Hitler. Merci. L'année suivante, la violence de la droite extrême ne cesse de s'accentuer. Et cette violence fait peur lorsqu'elle commence à s'en prendre de manière décomplexée aux institutions, aux journalistes, aux avocats, aux élus. Membres du groupe violent Vandal des sacs parlent de tuer des étrangers ou des LGBT. Ah voilà, donc on a le groupe Vandal, des sacs, enfin bon bref. D'incendie et des tags racistes, les Arabes dehors, ont été faits sur un immeuble. Le 8 septembre, à Givors,
Mort au bougnoul, tagué au sol à côté du lycée Aragon Picasso. Le 17 Ah mais après il y a peut-être des commandes effectivement communales, hein, j'en sais rien moi. Des fois tu sais, tu peux trouver des gens haut en couleur hein, qui fait partie des rendez-vous buffets de la mairie. Présent au colloque, député du parti de gauche La France Insoumise et fondateur de l'Observatoire des extrêmes droites, est régulièrement menacé de mort, comme plusieurs autres députés, tous bords politiques confondus. Et donc ça c'est la première que j'ai reçue, c'est un comité qui s'appelle le comité 732 qui m'a écrit de manière très chaleureuse suite au fait que j'ai déposé une demande pour une commission d'enquête sur l'extrême droite. Donc c'était une première menace, c'était en novembre 2022. Votre place où elle est, en gros avec un point d'interrogation qui dit 6 pieds sous terre. Et ils se sont pas arrêtés là, il y en a une seconde. Là par exemple ils expliquent quand, comment et ma punition, c'est-à-dire avoir une surveillance, dire que je suis un homme public, donc j'ai un domicile, j'ai un trajet, j'ai des heures de réunion. Puis après, il parle de kidnapping, de mise à mort. Enfin, en gros, il détaille les façons dont il pourrait me tuer. Aujourd'hui, on a des groupuscules qui mènent des actions coup de poing, visibles, qui travaillent à l'échelle européenne, qui se structurent, qui s'organisent et qui sont opérationnels. Le 29 avril 2023, la violence des groupuscules d'extrême droite monte d'un cran. Opposés à l'ouverture d'un centre d'accueil de migrants dans la petite ville de Saint-Brévin, les groupes ultra-violents s'y rendent, molestent des habitants et incendie le domicile du maire Renaissance de la ville, sans que ce dernier ne reçoive la moindre protection ni soutien institutionnel. Un sentiment d'impunité qui permet au groupe de multiplier ce type d'action dans les mois qui suivent. Saint-Brévin, il y avait très peu de militants d'extrême droite locaux. C'est la nouvelle stratégie d'extrême droite, c'est-à-dire de prendre un fait divers, ou en tout cas un fait politique, pour lui donner une dimension nationale, aidé par des médias qui sont aux ordres. Parce que derrière, vous avez Valeurs Actuelles, Boulevard Voltaire, vous avez Livre Noir, tout ce qui vient derrière, et qui donne un récit médiatique à ce qui se passe. Et donc effectivement, ils choisissent des endroits et ils se disent on va tous à tel endroit, à tel moment, pour mettre la pression. Et ils font céder des gens. C'est aussi ça qui est peut-être nouveau. Bah, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas toujours les mêmes qui doivent céder, quoi. Et à un moment donné, est-ce qu'on a droit à une putain de riposte quand on se fait agresser? Militant qu'un citoyen soit tué parce qu'il a un engagement à gauche, parce qu'il est progressiste, parce qu'il défend l'accueil des plus fragiles, parce qu'il défend la cause LGBT. Ouais, parce que les soirées dégueulasses, hein, dans les forêts des uns et des autres où tu te fais courser à cheval, c'est pas très glamour, hein. C'est pas très glamour. Voilà, là on voit hein, de ce qui se fait quand même. Hop, là on va reprendre s'il vous plaît. Les droites extrêmes lyonnaises, particulièrement violents, jouit d'une longue tradition. Ces gens-là, il faut les combattre en nous organisant. Parce que Lyon, c'est la capitale de l'extrême droite. Et aujourd'hui, ils sont où? Ils sont cachés dans leurs locaux. Dans le vieux Lyon historique, un groupuscule s'active particulièrement. Lyon populaire, issu du GUD, toujours dans la mouvance nationaliste révolutionnaire. À sa tête, Elliott Bertin est considéré comme volontiers violent. Il tente aujourd'hui d'assagir son image pour élargir sa base militante. Nous, aujourd'hui, on se situe plutôt dans une démarche... Alors oui, parce que la réalité, excuse-moi Monsieur Bertin, c'est juste qu'en réalité, on se rend compte, hein, quand les gens, c'est ça aussi qui est intéressant d'expérimenter et de voir aussi ces groupes évoluer, c'est que en termes sociologiques, eux-mêmes se rendent compte que quand on avance, alors au départ on peut mettre en avant une forme de discours violent, mais que on va dire s'attelant à responsabiliser, à formaliser, à organiser, on se rend compte que si on a un discours trop violent, ceux qui nous suivent derrière dans les on va dire les militants de base, ils vont s'en donner à cœur joie et qu'en réalité ça va pas forcément servir la cause pour laquelle il s'est battu peut-être depuis lui 10 ans et qu'eux ils arrivent genre attirés par ouais on va jouer de la baston et qu'en réalité c'est un moyen aussi dans ces évolutions là de nos sociétés et de nos civilisations de dire voilà il y a de l'extrême
elle a existé, elle existe, et ça veut pas dire qu'elle est vouée à rester la même. Ça veut pas dire qu'elle est vouée au destin qu'on lui voue. Ça veut pas dire qu'elle ne peut pas évoluer, et ça veut pas dire que on va avoir toujours le même type de profil. Pas du tout. Elle a le droit d'exister, et elle a le droit de voir comment elle va exister, et peut-être de la manière dont elle veut réellement exister aussi. Hein? De l'accompagner. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui caractérise notre époque, notre période. C'est le fait de sortir d'un ghetto politique dans lequel on nous avait enfermés. Aujourd'hui, on a une vraie diversité des profils que l'on rencontre, qui sont tirés par nos idées. Le but, c'est ça, c'est de se voir grandir, c'est de voir plusieurs personnes venir rejoindre le groupe, partager nos idées, essayer de faire en sorte qu'elles aient un impact. Alors, pour l'instant, à notre échelle, sur le local, mais ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas des visions après plus nationales, plus internationales. En réalité, le grand remplacement qui existe, c'est un fait. Et aujourd'hui, justement, notre objectif, c'est de dire qu'il n'est pas encore trop tard et arriver à endiguer le problème avant que ça devienne ingérable. Pour faire simple, on ne fait pas de distinction entre l'immigration légale et illégale, très honnêtement. Nous, on fait une distinction entre l'immigration européenne et extra-européenne, où effectivement, pour nous déjà, un Français, c'est un Européen de langue et de culture française, c'est-à-dire que, par exemple, on ne mettra pas sur le même plan l'assimilation d'un Italien, d'un Allemand, d'un Belge qui veut devenir Français, qu'un Camerounais ou un Marocain. Nous, on ne se situe pas forcément dans le même champ idéologique, surtout de reconquête, mais aussi du Rassemblement national. Alors bon, il y a des éléments idéologiques sur lesquels on peut se rejoindre, notamment avec le Rassemblement national, notamment sur les questions sociales, sur les questions d'écologie. Maintenant, nous, on ne se situe pas du tout dans le même champ d'action qu'un parti politique. Nous, on se situe dans un champ d'action qui est celui du réel, du concret, du terrain. Officiellement, pas de lien entre le Rassemblement national et l'Union populaire. Mais l'écosystème qui lie extrême droite politique. Alors juste pour information, qu'est-ce qui fait que ils vont dire que on va pas forcément accueillir une personne qui est espagnole, italienne, que de la même manière qu'un mec qui est camerounais, bon encore marocain, bon, il a pris cet exemple parce qu'on va dire que c'est ceux qui sont le plus venus. En réalité, normalement, avec comme c'est le pays qui finalement a le plus de tourisme, normalement ça aurait été, ça devrait être moins le cas, hein, parce qu'il y a beaucoup de tourisme, normalement le pays aurait dû plus s'enrichir. On dirait que c'est pas forcément le cas. Comme quoi, la solution en disant si c'est ouvert au tourisme, ça serait mieux aller. Non, le tourisme n'est pas forcément toujours la seule voie pour ces pays de se développer et de s'enrichir de fait. Hein, voilà, parce que ça veut dire sinon on va toujours avoir besoin de l'étranger pour pouvoir vivre, alors que quand même pendant des siècles nous avons vécu sans qu'il y ait tant de déplacements d'étrangers qui nous visitent. Non, messieurs, mesdames les Français? Bon, je sais pas. Tout comme ça fait un moment qu'on se réincarne tous, on est peut-être au courant de l'info. Non, je dis ça, je dis rien, hein, voilà. Hein, juste je passe l'information, retenez-la, voilà. Et de fait, il y a quand même effectivement une différence culturelle donc entre le Cameroun et la France, et que en réalité, bon, il y a des gens qui arrivent très bien à s'adapter, puis il y en a d'autres qui s'adaptent moins. C'est moins aussi une question de race que de caractère. Hein, je suis désolée de le dire, moi je suis désolée. Il y a quand même des gens, voyez, par exemple Anne qui est alsacienne, on peut pas dire que tous les Alsaciens lui ressemblent, hein, parce que sinon on aurait été complètement raciste de tous les Alsaciens. Non, vous en pensez quoi ? Moi, je suis plutôt d'accord avec ma théorie. Et de fait, il y a quand même des Camerounais qui ont un caractère plus enclin d'adaptation et de facilité à s'adapter au modèle occidental que d'autres. Donc en réalité, qu'est-ce qu'il faut regarder? C'est moins la race que les motivations des uns et des autres, qu'ils soient blancs ou pas. Parce qu'en réalité,
qu'il soit espagnol, qu'il soit italien. On peut connaître des Italiens qui ont très mauvais caractère ou qui peuvent être des gens qui cassent la gueule aussi aux femmes, hein, voilà. Et on peut aussi avoir un espagnol, vous savez, rabougri, qui est pas agréable et qui vient en France que pour le pognon et que certes il fait pas chier, mais enfin. À part prendre du pognon et être désagréable, voilà, c'est tout ce qu'il fait. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, j'ai envie de voir des gens, je m'en bats les couilles de leur couleur et de leur race et de leur nationalité. J'ai envie de savoir s'ils ont un caractère agréable avec qui je peux m'entendre et qui vont m'enrichir de leur culture et de savoir-faire peut-être différent de la mienne, qui sont restés dans leur pays ou qui, si cela ne dérange pas plus que ça ici, l'ordre public par exemple, peut se pratiquer légitimement au nom du droit inaliénable d'être ce qu'ils sont en tant qu'êtres humains de partout dans le monde. Enfin voilà. Donc je sais pas, faudrait peut-être faire des critères de caractère et d'adaptabilité au territoire demandé. Je sais pas moi. Extrême droite radicale apparaît. Plutôt que faire les malheureux, ouais. Le nationaliste révolutionnaire de Lyon Populaire est aussi un cadre local du Rassemblement national et ancien candidat suppléant du parti de Marine Le Pen aux législatives. En première ligne face à ces groupuscules, Nadine Georgel, maire écologiste du 5e arrondissement, s'interroge sur la tolérance dont il bénéficie jusqu'ici de la part du ministère de l'Intérieur. Il y a une stabilité, c'est la présence de l'extrême droite dans le Vieux-Lyon, donc dans le 5e arrondissement. Aujourd'hui, les lieux identifiés et emblématiques, c'est sur la montée du Change, donc une salle de boxe et un bar associatif. Bon, enfin, la montée du Change, ça veut dire que c'est là qu'on changeait l'argent pour les immigrés, hein. Voilà. Qui était emmerdé. Bah, le Change au noir, effectivement. Qui s'en prennent à différents types de personnes. Alors après, il peut y avoir effectivement le scénario où il y a des mecs qui se mettent en noir et qui se font payer pour se faire casser la gueule, pour faire les gros titres et pour alimenter la mauvaise image de l'extrême droite. Je dis ça comme ça. Vous pouvez la retenir, l'info, ou pas. C'est comme vous voulez. Mais au vu du trafic du pognon qui est en train de se faire, je me dis, eh putain, le mec qui se met en noir, il se fait bien payer grassement, il se fait casser la gueule, il dit, ouais, c'est bon les gars, je suis prêt, cassez-moi bien la gueule. Et puis ça joue, hein. Ça joue. Sans déconner. Merde. Eh ben, il reste 10 minutes, un peu plus. C'est que quelques centaines de gens qui portent un message qui est aussi délétère puissent continuer à être présents et à agir sur le territoire. Direction la préfecture du Rhône, où je reçois une explication officielle. Il faut pouvoir relier les agissements de ces individus à des lieux ou à des groupements. Ce sont des individus évidemment qui se protègent, qui sont habitués à travailler dans la discrétion et les mouvements ou les groupuscules ne revendiquent pas ces actions. Donc toute l'action des services de renseignement en lien avec le procureur de la République, les services de l'État, consiste effectivement à établir ces liens pour pouvoir documenter des procédures. En réalité, l'efficacité des dissolutions fait débat. Elle complique certes l'implantation des groupuscules, mais aussi le travail du renseignement et de la police, les groupuscules se reformant aussi rapidement qu'ils sont dissous. Pour élargir son mouvement, Lyon Populaire tente de se faire connaître par des actions de tractage autour de thématiques consensuelles présentables à ma caméra. Consensuelles, ou presque. Lyon Populaire, ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce que vous nous, on est un mouvement nationaliste révolutionnaire. Nous traitons, on va dire, une multiplicité de sujets qui va, comme vous pouvez le voir, de l'écologie, de la question bioéthique, de la question énergétique. C'est, on va dire, le volet bioéthique.
c'est le fait qu'on défende l'homme de sa conception à sa mort naturelle. Donc ça implique le fait qu'on soit opposé à l'euthanasie, qu'on soit opposé aussi à l'IVG, parce qu'on considère que une vie humaine existe dès la conception, dès la fécondation. Bonjour madame, un petit café? Non, non, on n'a pas d'eau pour le chien. On va dire que la préfecture tente globalement de nous mettre des bâtons dans les roues au niveau de nos activités. Ils sont plutôt dans l'idée de chercher par tous les moyens à empêcher notre développement, que ce soit par exemple en interdisant des événements, en empêchant qu'on occupe l'espace public, qu'il y ait des manifestations, qu'il y a des occupations comme aujourd'hui. Alors ça aussi, voilà, ça peut être toujours une question, par exemple, et on peut se retrouver à devoir travailler avec ce qu'on appelle des partenaires sur des groupes pour trouver du financement ou pour avoir un peu plus de son, hein, de pouvoir plus faire de bruit avec des sons de cloche, etc. Et que donc en trouvant un partenaire ou financier ou on va dire d'événementiel, hein, ce qu'on peut appeler ça comme ça, c'est de devoir défendre des sujets qui ne sont pas les nôtres, comme le droit ou empêcher le droit à l'IVG. Voyez, et que là, a priori, moi de ce que je me souviens, parce qu'il me semble que j'étais aussi dans ce truc-là, c'est que cette demoiselle fait partie d'un groupe potentiellement chrétien extrême et qui considère que l'IVG doit être interdit purement et simplement. Tout simplement, l'argument avancé, c'est tu veux pas tomber enceinte, tu couches pas. Ou alors tu couches avec la bonne personne, ou alors tu prends la pilule, ou alors tu prends un préservatif, et que l'IVG, et je suis désolée d'en témoigner, moi-même j'ai avorté étant jeune, c'est que en réalité, il y a des gens, elles sont habituées. Hein. Moi, quand je suis allée, parce que je suis passée par le planning familial, et puis après je suis allée dans le privé, parce que le planning familial... j'étais mal inspirée pour y aller, pour me faire avorter. De fait, j'ai quand même trouvé des femmes, des jeunes femmes, qui, ça faisait plusieurs fois qu'elles venaient. Et donc là, je me dis, c'est quoi le problème de ça, hein? Pourquoi il y a des femmes qui utilisent l'IVG comme presque on prend, entre guillemets, une contraception? Hein? Et c'est ça la question qui se pose en réalité, je suis désolée de vous le dire, pour les chrétiens, entre guillemets, extrêmes, c'est-à-dire, moi personnellement, bon, je suis musulmane, d'accord, j'ai pas envie de défendre le droit d'empêcher les gens à avorter, hein, parce que il est arrivé des systèmes extrêmes aussi dans l'autre sens. Par contre, qu'on en fasse comme si c'était un moyen de contraception normalisé, non, parce qu'en réalité, ce qui se cache dessous aussi est qu'a lancé la grande Simone Veil, qui doit toujours veiller, hein, qui a dit, voilà, campagne d'avortement, ça veut dire, les meufs, on va se faire de l'argent en vendant des fœtus morts. Hein, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se trame, et il faut pas l'oublier, tout le délire Bene Gesserit qui est quand même derrière ces faux mouvements dont s'occupe de l'actualité, on est hyper intelligent, on utilise des mots chiadés, il y a toujours en filigrane les réseaux de sectes, de sorcellerie, etc., de confréries et j'en passe, qui vont lancer des grosses campagnes. Et donc l'avortement, il y a des femmes qui ont pu se faire payer par d'autres femmes pour récupérer leur fœtus mort. Hein, c'est la réalité aussi. Va falloir l'assumer, mesdames. Donc il y en a, ils en ont marre, ils disent on peut utiliser aussi la solution drastique et qu'elles soient un peu plus emmerdées pour avorter. Parce que ce système-là aussi, on en a plein le cul. C'est une réalité aussi. Le message que ça renvoie, c'est uniquement que seule la violence permet d'obtenir des choses. Et dans ce cadre-là, effectivement, on a plus forcément de contrôle sur la fougue de certains jeunes militants. Voilà, parce que pourquoi? Parce que la réalité aussi, c'était quoi? C'était... Ah, c'est moi. Bon, bref. De toute façon, ce qui était compliqué aussi, c'est de dire, ouais, oui, mais vous usez de la violence. Mais à un moment donné, on nous pousse dans des retranchements tels que il nous reste que la violence pour survivre. Et que la violence a été quand même un outil de base de survie pendant des millénaires. Hein, tu me laisses pas vivre, tu me fais chier. Attends, on se bat. Mais pas à coup de médiatique ou par derrière en faisant payer des mecs pour me casser la gueule ou pour venir me sodomiser par traîtrise. Voyez?
On met la violence au grand jour. Et pas par derrière. Parce que nous, on est francs. Violente en cas de blocage des activités politiques de son groupuscule. En attendant, ni la météo ni la police, pourtant présente, ne contrarient les activités des nationalistes révolutionnaires de l'Union populaire qui ont pu installer leur stand et tracter une matinée durant. Parallèlement, la lutte contre l'extrême droite s'organise sur le terrain à travers des associations, mais aussi des groupes antifascistes. La Jeune Garde, principal groupe antifasciste, et son porte-parole, le militant antiraciste Raphaël Arnaud, sont la bête noire des extrêmes droites françaises. C'est la Jeune Garde, mais Antifa à Lyon, là. Zemmour, bat-toi. Lyon, antiraciste. Lyon, antiraciste. Lyon, antiraciste. Mais c'est trop raciste de Zemmour. Casse-toi de notre ville, tu dégoûtes. Un accueil en Rhône-Alpes que le président du parti d'extrême droite Reconquête a très modérément apprécié. Il faut les appeler milices d'extrême gauche. Parce qu'en réalité, voilà, ce qui se joue aussi, c'est qu'il y a quand même des gens qui se nomment, enfin, qui se font appeler extrême droite, mais qui se disent, attendez, on peut être de l'extrême droite parce qu'on n'est pas fan des mouvements de gauche, mais nous, on n'aime pas le racisme. Hein, ce qu'on n'aime pas, on n'aime pas le racisme et on dénonce que des gens qui font partie, par exemple, potentiellement Zemmour, de vrais racistes, et qu'en réalité, les gens y défendent l'idée qu'il faut dénoncer le fascisme et le racisme, voyez, mais qu'en réalité c'est pas parce qu'on est d'extrême droite qu'on est facho et qu'on est raciste, hein. C'est ça aussi qu'il va falloir sortir peut-être comme idée comme paradigme ou comme postulat en disant forcément c'est des antisémites, forcément c'est des racistes, forcément c'est des fascistes, pas du tout. Hein, par exemple, moi, je peux être complètement, on va dire, séduite par leur discours, on va dire, de réalité liée à un état des lieux du pays. Hein, parce qu'à un moment donné, on peut pas rester sur un discours d'il y a 30 ans quand le pays a évolué et que les règles ont aussi énormément évolué. Donc on peut pas rester sur un paradigme des années 80 alors qu'on est dans les années 2020 et qu'il y a des tas de choses qui se sont tramées depuis. Au vu et au sus de tout le monde. Donc là, qu'est-ce qu'il donne comme mot d'ordre? Parce qu'en fait, ça l'énerve de se faire agresser comme ça, Zemmour. Parce que il est peut-être un peu aussi arrogant, faut dire ce qui est. Hein, voilà. Alors. Oh, j'en sais rien, moi. Voilà. Donc là, la Jeune Garde, apparemment, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, eux, ce qu'ils essaient de défendre comme mouvement, c'est l'antiracisme et l'antifascisme. Voilà, c'est-à-dire qu'on est peut-être extrême, on a peut-être des idées de droite, mais on... Il faut les appeler milices d'extrême gauche, casseurs pour les plus inoffensifs, cogneurs, milices, racailles. Voilà, le mot d'ordre, il dit, il faut les appeler casseurs pour les plus inoffensifs, donc c'est-à-dire, si on peut les faire arrêter comme casseurs et qui prennent pas trop cher, c'est bien. Il faut les appeler milices, parce que peut-être ça use de la milice de droite et de gauche un peu partout, et qu'en réalité il y a peut-être peut-être des groupes de jeunes qui s'organisent plus intelligemment mais qu'eux, ils usent de leur réseau, de leur richesse, de leur pouvoir et de leur investissement aussi potentiel à l'étranger, faut le dire. Hein. Et Raphaël Arnaud ne jouit pas non plus d'une meilleure popularité auprès des groupuscules d'extrême droite lyonnais. On est à 40 en bas de chez moi pour m'agresser. Il y avait quand même 3 ou 4 véhicules qui tournaient autour de mon appartement pour vérifier. C'était plus d'une dizaine. Je sais pas ce qu'ils avaient comme matériel, mais j'imagine qu'ils avaient des armes. Donc je sais pas dans quel état je serais aujourd'hui si on m'avait pas prévenu qu'ils étaient là, quoi. Mais on a une véritable culture du coup de l'autodéfense à la Jeune Garde, et notamment à Lyon dès ses débuts, parce qu'on pouvait pas faire de l'antifascisme sans prendre en compte le fait que l'extrême droite allait nous attaquer. Je veux dire, ça aurait été lunaire de dire allez hop, on commence un travail contre l'extrême droite sans prendre en compte le fait que systématiquement, dès qu'on allait apparaître, on allait se faire attaquer. Donc le fait d'apparaître et de dire en fait là maintenant la partie elle est finie, nous aussi on va se défendre, ça a ralenti ces attaques.
Parce qu'en réalité, ce qui se joue aussi, et c'est courageux de leur part, hein, c'est de dire, attendez, on est, comme je vous ai dit, extrême, on peut avoir des idées de droite et adhérer à un système, on va dire, de sociétal et civilisationnel, entre guillemets, de droite, hein, voilà. Et pour autant, on n'est pas fasciste et on n'est ni pas raciste. Mais on veut que les gens, qu'on sépare plus. C'est-à-dire, si on veut aider les ouvriers, il faut être de tel parti. Si on veut aider les machins, il doit être de ce côté-là. C'est pour ça aussi qu'à un moment donné, je suis désolée de le dire et je le redis encore une fois, Macron, il a réussi à faire une percée. Pourquoi? Parce qu'il a rassemblé. Voilà, il a rassemblé des gens de droite, de gauche et qu'on est sorti de ce manichéisme muséificatoire pour tout le pays, vous voyez, de droite et de gauche dont on avait soupé pendant 50 ans, vous voyez. Un militantisme actif sur la question de l'extrême droite en réalité elle recule. En tout cas l'extrême droite de terrain. Donc c'est quelque chose qu'on a vraiment... Donc c'est ça aussi qu'ils essaient de faire. Hein, logiquement, c'est comment faire reculer réellement les mauvaises idées d'extrême droite, donc de fascisme, en disant lui il a pas droit parce qu'il est moins intelligent, ou lui il a pas droit parce que sa culture elle est moins riche que nous, lui il a pas droit parce qu'il a une couleur machin. Oh, voilà, on sort aussi, ils ont une volonté de se détacher de ça. Donc c'est naissant, Inch'Allah qu'Allah les facilite. Hein. Ah moi je soutiens. Les antifas qui sortent des forêts